Très heureux de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information de Star 21 dont voici les titres. Lansana Camara, directeur de publication de ConakryLive.info, vient d'être libéré juste après la marche de contestation des journalistes ce mardi à Kaloum. Restons sur place afin de parler de cette nouvelle initiative de la commune pour assainir cette partie de la capitale. Sur le continent, la présidence de la République algérienne a annoncé dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle APS qu'Abdelaziz Bouteflika démissionnerait avant l'expiration de son mandat qui arrive à terme. C'était là le sommaire, les détails dans un instant. Bienvenue à tous. Comme prévu, la marche de protestation pacifique des journalistes a eu lieu ce mardi à Kaloum suite à l'accord de la mairie qui a défini un nouvel itinéraire, une manifestation qui s'insurge contre les tentatives de musellement de la presse et l'incarcération du directeur de publication de ConakryLive.info, une initiative accompagnée par certaines organisations de la société civile. Aliou Diallo était de la partie. La presse ne se laissera plus faire. La liberté ne s'acquiert pas, elle s'arrache. Nous sommes fatigués du musellement qu'on nous inflige. Ces mots sont des propos tenus par les journalistes au cours de cette marche. Cette corporation est sortie pour dénoncer l'arrestation arbitraire du directeur de publication du site d'information ConakryLive.info. Cette mobilisation, c'est pour dénoncer l'arrestation illégale et arbitraire de notre confrère Lansana Camara et par le ministre, suite à une plainte du ministre. Et nous considérons que c'est un recul démocratique, une violation de la loi L02 sur la liberté de la presse et une violation des droits des journalistes. C'est quelque chose qui est à regretter et je pense que c'est un grand signal qui est en train d'être envoyé aux journalistes. Si on ne se lève pas comme un seul homme, on va nous museler dans ce pays et ce sera dommage pour tous nos doyens qui se sont battus, qui ont mené une lutte très ardue pour obtenir la libéralisation des ondes, la liberté de la presse dans ce pays. Lansana a passé une semaine aujourd'hui, une semaine jour pour jour, qu'il est détenu à la maison centrale, c'est vraiment regrettable. Tous déterminés, ces hommes de médias ne comptent plus reculer devant ce qu'ils jugent de restriction de la liberté d'expression. Dans la marche, les ministres des Affaires étrangères et de la Justice ont été interpellés. Depuis le mardi 26 mars 2019, notre confrère Lansana Camara, directeur de publication du site d'information ConakryLive.info, est incarcéré à la maison centrale de Conakry pour une affaire de diffamation par voie de presse. Cette arrestation, mais aussi la détention arbitraire de notre confrère, lance dans les mois toute la corporation et provoque une véritable colère des journalistes. Aujourd'hui, la presse guinéenne fait face à plusieurs types de violations de ses droits. Des actes que bon nombre d'observateurs et organisations de défense des droits de l'homme qualifient de recul démocratique dans le pays. Les hommes de médias ont donc battu le pavé ce mardi pour dénoncer la détention du journaliste Lansana Camara accusé par le ministère des Affaires étrangères de diffamation. Cette marche a connu la solidarité de quelques acteurs politiques et activistes de la société civile. Alpha Bakar Sank Diallo, reportage. C'est avec ces slogans que les journalistes ont entamé leur marche de colère pour dénoncer la détention jugée illégale du confrère Lansana Camara. Cette marche qui a connu une large ouverture, d'où la participation de certains politiques et activistes de la société civile. C'est le cas du président des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie. L'arrestation de Lansana Camara est une violation des droits de l'homme. Nous estimons que c'est une arrestation arbitraire. C'est le musellement, c'est un acharnement contre la presse qui joue le rôle de l'oxygène de la démocratie. Sans vous, la presse, il n'y a pas de démocratie. Parce que la tyrannie a horreur, n'est-ce pas, de la lumière. La tyrannie a besoin toujours de l'obscurité. Et la presse est la lumière de la démocratie. Ancien journaliste reconverti en politique, le président de la NGC ne passe pas par quatre chemins. Pour lui, c'est une volonté de tuer tous les contre-pouvoirs en Guinée. En fait, c'est une atteinte grave à la liberté de presse. C'est une volonté du pouvoir en place de tuer dans l'œuf toute velléité d'opposition. Et la presse doit absolument refuser ça. Tous ceux-là qui sont des défenseurs de la démocratie doivent dire non à cette situation. Pour ce patron de presse, aucun journaliste ne doit séjourner en prison, quel que soit le motif.
il ne s'agit ni moins ni plus, il s'agit simplement de violation d'une loi organique. La loi L002 du 22 juin 2010, cette loi, je vais vous le dire, dépénalise complètement les délits de presse en République de Guinée. Aucun journaliste, pour quelque motif que ce soit, ne doit se retrouver en prison. Cette marche qui est partie du port autonome de Conakry, via le ministère des Affaires étrangères, a pris fin devant le ministère de la Justice. Et puis, suite à cette action commune des hommes de médias, Kaloum Lansana Camara a été libéré de son incarcération qui a duré environ une semaine. Suivez à présent sa réaction à chaud au micro de nos reporters. Hier, à pareil moment, je ne m'y attendais pas. Mais aujourd'hui, je suis devant vous, parmi vous, pour continuer notre tâche quotidienne qui est d'informer nos compatriotes par rapport à ce qui se passe. Certes, vous avez été tous surpris de ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Je me dis avant tout, c'est les risques du métier, mais aussi c'est le destin. Ce qui était fondamental pour vous, pour la famille et pour toutes les autres connaissances, c'était que je me retrouve en liberté et continuer donc la procédure avec les plaignants, ce qui a été fait. J'avoue que c'est difficile. Il y a tous les autres journalistes qui, je le sache ou pas, où j'étais en prison, j'étais fier en quelque sorte d'être là-bas parce que je recevais des témoignages comme quoi il n'y a pas une radio, il n'y a pas une télé, il n'y a pas un site qui n'a pas parlé de cela, qui ne parle pas de cela. C'était déjà une fierté parce que je savais que j'avais une famille professionnelle derrière qui me soutenait. Cela m'a aidé à supporter les difficultés liées à cette détention. Je vous le disais au sommaire, depuis samedi dernier, la commune de Kaloum est en pleine activité de nettoyage. L'objectif fixé par ses autorités est de faire de cette municipalité la plus propre du pays, voire servir d'exemple pour les autres communes. Kadiatou Chérif Fofana nous en dit davantage. Tenons la ville propre, c'est avec ce slogan que la commune de Kaloum a engagé un combat rude contre les ordures. Pour faciliter cette tâche, des bacs à ordures ont été installés devant les ménages et les différents carrefours pour le ramassage et la collecte des ordures. Aujourd'hui, nous avons environ 300 conteneurs à ordures d'1 mètre cube chacun. Cela veut dire à peu près 300 tonnes d'ordures qui peuvent être précollectés directement devant les ménages. L'objectif est de mettre sur chaque 100 mètres, en fonction de la densité de la population, 1 ou 2 bacs pour pouvoir permettre aux familles directement de prendre l'ordure produite par jour et poser dans les conteneurs. Pour gagner ce pari, 150 jeunes sont recrutés et seront formés dans le tri des déchets lourds et légers. Un second maillon du processus qui consiste à recruter 150 jeunes filles et garçons. Ces jeunes, en plus de travailler dans cette rotation, chacun aura 2 jours de repos dans la semaine et dans un second temps, ils seront formés au tri sélectif des ordures dans les ménages pour que, en plus du salaire qu'ils ont, qu'ils puissent avoir une autre source de revenus telles que la collecte à part des produits plastiques qui peuvent être revendus parce que c'est une source de revenus. Donc il y a des activités qui sont connexes à la salubrité. Ils vont être formés à cela et ces revenus vont leur revenir à 100%. Une sensibilisation est prévue les jours à venir dans les différents ménages pour faciliter l'utilisation des poubelles, mais aussi des sanctions sont également prévues à l'aide de la police verte pour toute personne qui se hasarderait à jeter les ordures dans les rues. Également dans l'actualité nationale depuis un certain temps, l'initiative des barrières en béton pour empêcher l'envahissement de la chaussée devant les marchés est en train de voir jour, une mesure qui vise à fluidifier la circulation et préserver les dangers de la route. Malgré cela, le constat par endroits démontre que les vendeuses continuent d'occuper la chaussée. N'est-ce pas, Oumar Sow?
Visiblement, les vendeuses des marchés de la capitale, notamment en Co5, n'entendent pas obéir face à la volonté des autorités. Un refus qui se justifie par l'occupation des emprises malgré les barrières sécuritaires érigées. Pour ces citoyens, il est inadmissible de mettre des dalles sans faciliter l'accès des lieux. Le marché du rond-point en allant vers Sangoya, nous avons des rentrées. À chaque 20 mètres, il y a une rentrée. À chaque 20 mètres, il y a une rentrée. Mais la seule désolation qui est là, le faux pas qui est dans ce travail, c'est n'avoir pas laissé l'accès aux commerçants. Une œuvre appréciée par des commerçants qui par contre sont tenus obligés parfois de faire des gymnastiques afin de traverser ce mur. La cour qui nous clôture le marché, c'est très bien fait. Mais ce que nous vous demandons, dans le respect, de nous céder l'espace, la rentrée et la sortie. S'il y a la rentrée et la sortie dans la clôture, vraiment ça pourra bien circuler. Contrairement aux vendeuses qui occupent la chaussée, plusieurs commerçants de l'intérieur du marché ont préféré fermer boutiques et magasins pour des raisons qu'ils expliquent. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas ouvert. Il y a plusieurs conteneurs et places fermées. Vraiment, ils ont mis des dalles, nous sommes contents. Mais il se trouve qu'il n'y a pas d'entrée. Même nous et les acheteurs, on a du mal à passer. On n'est pas contre le travail. Mais nous demandons aux autorités de nous faciliter au moins l'accès. Face à cette situation, des responsables de marché disent avoir mené des démarches au niveau de l'entreprise en charge des travaux ainsi que les autorités municipales, mais aucune solution n'a encore été trouvée. Combattre l'analphabétisme, transmettre aux jeunes le goût de la lecture sont entre autres les objectifs de cette journée internationale dédiée aux livres pour enfants. En Guinée, les jeunes écoliers s'intéressent de plus en plus à la lecture. Salimatou Diallo et Moustapha Diané sont allés à la rencontre de certains écoliers de la capitale. Suivez. Dès son plus jeune âge, le tout-petit se nourrit des échanges, des interactions et objets qu'il voit pour construire son cerveau. Parmi ces objets, nous pouvons retrouver le livre. Cet outil va permettre à l'enfant de développer sa capacité d'écoute et de concentration. Son utilisation au quotidien enrichit le vocabulaire de l'enfant, ce qui lui permettra de développer des pensées plus complexes. Par exemple, ça c'est un livre d'histoire et de géographie. Si je ne comprends pas l'une des leçons, je peux regarder dedans pour bien comprendre. Par exemple, aujourd'hui nous sommes en composition. C'est grâce à ces livres-là, car la leçon que les maîtres expliquent, des fois je ne comprends pas. Donc je suis obligée de regarder dans les livres pour bien comprendre. D'un enfant à un autre, chacun réitère l'impact de cet outil indispensable à la formation. Il y a les cartes qui nous permettent de localiser les villes et beaucoup d'autres choses. Les régions aurifères, les pays et les capitales. Ces livres me servent à prendre aussi des leçons. Les livres aussi me nourrissent l'esprit, car on dit toujours que la lecture nourrit l'esprit. Si le livre est d'une importance capitale pour la formation des enfants, il en est de même pour les enseignants. Sans le livre, le maître, quelle qu'en soit sa connaissance, certaines connaissances peuvent lui échapper. Donc à travers le livre, il peut se rappeler des notions qu'il a déjà apprises. Et après, il permet de faire des préparations, de faire des bonnes explications. Le livre, un objet ludique, devient un support de jeu et de communication qui favorise le sensoriel et l'imagination des tout-petits. Également, cette autre actualité, le 2 avril de chaque année est célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement cérébral. Ce handicap touche une personne sur 150 dans le monde. Marianne Ba pour plus de précision. L'autisme fait partie d'un groupe de troubles du développement appelé troubles du spectre de l'autisme. Déclaré par l'ONU en 2007 et célébré depuis 2008, la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a pour but de mettre en évidence la nécessité d'améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ce trouble. L'exposition à certaines toxines et polluants pendant le développement fœtal pourrait prédisposer l'enfant à contracter un TSA. D'autres événements peuvent aussi se produire avant ou pendant la naissance, comme le faible poids à la naissance, la présence de maladies chez la mère, les difficultés à l'accouchement et l'âge des parents à la conception. Le manque d'interaction sociale, la violation de la communication mutuelle, l'intérêt limité, les comportements répétitifs sont entre autres les symptômes de l'autisme.
Ils sont généralement détectés par les parents dès les 2 premières années de la vie de l'enfant. À ce jour, il n'existe pas de traitement curatif contre l'autisme. Cependant, plus le diagnostic est vite réalisé, plus la prise en charge permet de développer les capacités de communication de sujet avec autrui. En plus, une prise en charge adaptée permet de mieux vivre avec l'autisme. 4 à 5 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles, les personnes atteintes d'autisme peuvent souffrir de déficiences mentales jusqu'à un certain degré de leur existence. Sport à présent, qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le sélectionneur du Sili national, Paul Put, est revenu sur le plan de préparation de ses protégés. Suivez. Normalement, on va faire le regroupement fin mai à Conakry. Ici, on va faire des tests physiques. Tous les joueurs vont faire un test physique pour avoir leur état. Maintenant, ils vont passer aussi une prise de sang. Si on doit corriger des choses au niveau des vitamines ou des minéraux ou la fatigue ou des choses comme ça, pour avoir un bon image. Après, on va faire aussi au début quelques entraînements à Conakry. Maintenant, il y a des joueurs qui doivent jouer encore le championnat début juin. Alors, on doit attendre. Dès qu'on est complet, c'est prévu que le 3 juin, on va partir au Marrakech. Au Marrakech, je vais préparer l'équipe pour laquelle, à partir de Marrakech, on va contribuer. Mais maintenant, je dois attendre le 12 avril le tirage au sort pour savoir si on était en Caire ou Alexandrie ou Port Saïd ou je ne sais pas. Restons toujours dans le même cadre pour dire que la Ligue française de football professionnel a dévoilé ce mardi la liste des 11 joueurs finalistes pour le prix Marc-Viviane Foé. Sur ce, on note la présence de l'international guinéen des Girondins de Bordeaux, François Kamano. Auteur de 9 réalisations, depuis le démarrage de cette saison, Kamano apparaît pour la 2e année consécutive sur cette liste qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat français. On note aussi la présence de l'international ivoirien de Lille avec 17 réalisations, Nicolas Pépé. Par largement favori, le vainqueur de cette 11e édition du prix Marc-Viviane Foé sera connu le 13 mai 2019 prochain. Dans l'actualité continentale, la présidence de la République algérienne a annoncé dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle APS que le président Abdelaziz Bouteflika démissionnerait avant l'expiration de son mandat d'ici le 28 avril, un départ qui sans doute était la principale revendication des manifestations de rue et une fin du système. Aminata Keita, commentaire. Au pouvoir depuis 20 ans, le président Bouteflika est confronté depuis le 22 février à une contestation massive et inédite réclamant son départ et celui de son entourage et plus largement celui du système au pouvoir. Bouteflika s'est retrouvé très isolé ces derniers jours après que le puissant général Ahmed Gued Salah, un indéfectible allié, eut affirmé que son départ du pouvoir était la solution à la crise, position à laquelle se sont ralliés rapidement l'essentiel des piliers de son régime. Après avoir renoncé à briguer un 5e mandat, une perspective qui a fait descendre des millions d'Algériens dans la rue. Pour rappel, le président algérien avait reporté la présidentielle prévue le 18 avril et proposé de mettre un successeur élu à l'issue d'une conférence nationale censée réformer le pays et élaborer une nouvelle constitution. Une option qui impliquait qu'il reste au pouvoir au-delà de l'expiration de son mandat et jusqu'à une date indéterminée, chose rejetée par les manifestants dont la mobilisation n'a pas faibli ces dernières semaines. Selon la Constitution, une fois sa démission actée, c'est le président du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui assurera l'intérim durant une période maximale de 90 jours au cours de laquelle une présidentielle est organisée. Également sur l'actualité continentale, les journalistes protestent contre le contrôle de la presse aux Comores alors que le pays connaît une crise post-électorale depuis le scrutin du 24 mars dernier qui a vu la réélection du président Azali Assoumani vivement dénoncée par l'opposition. Les autorités s'en prennent aux médias. Ce lundi,
matin, les 3 quotidiens privés de presse écrite ne sont pas sortis car le gouvernement, mécontent de leur une, les avait bloqués chez l'imprimeur. Pour protester contre cette ingérence du pouvoir, les médias privés ont décidé d'engager un bras de fer avec le régime en boycottant toutes les activités durant 2 semaines. Ailleurs dans le monde, la dépense publique, la transition énergétique et la fiscalité étaient à l'ordre du jour du grand débat de ce mardi à l'Assemblée nationale française. Néanmoins, cette consultation n'aboutit à aucun vote ni aucune loi. Explication Nantene Kondé. Après des heures de débat face aux élus locaux et même face aux enfants, c'est désormais au tour des députés de s'emparer du grand débat national. Une nouvelle étape cruciale pour faire entendre leur voix sur les mêmes sujets au menu des discussions des thèmes du grand débat. Tout d'abord, la transition écologique, puis la fiscalité et les dépenses publiques, ensuite les échanges sur la démocratie et la citoyenneté, ainsi que sur l'organisation de l'État et des services publics. Lors des 4 séances, chaque groupe politique va s'exprimer. Pendant 2 jours, ces échanges seront uniquement consultatifs. Il n'y aura pas de proposition de loi ni de vote. Ce grand débat national a pour objectif de redonner la parole aux Français sur l'élaboration des politiques publiques. Lancé le 15 janvier 2019 en Normandie par le président Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes, le grand débat s'est officiellement achevé le 15 mars et a été suivi de 2 week-ends de conférences citoyennes. L'exécutif s'est donné jusqu'à mi-avril pour décider ce qu'il compte faire de ces propositions. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce mardi 2 avril 2019. Aimables téléspectateurs, merci de l'attention portée à la télé du 21e siècle. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition d'information sur notre site web le www.star21tv.com. Au revoir.